En Virginie, la violence éclate au cours d'un hold-up. Tirant sur tous ceux qui leur barrent le chemin, les voleurs disparaissent. Sans l'aide de témoins fiables, la police et le FBI doivent déchiffrer des fragments d'indices avant de pouvoir identifier les braqueurs et les faire comparaître en justice. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Dans les années 90, on comptait une dizaine de braquages de banques par année dans la ville de Richmond, en Virginie. Et jusqu'à 1997, aucun n'avait provoqué de perte de vie. Dans la matinée du 30 janvier 1997, c'était le début d'une journée de travail habituelle pour les employés d'une petite banque de l'Est de la ville. La caissière Christine Edwards, âgée de 23 ans, arriva à la banque. Sa collègue, Tracy Freeman, 21 ans, était déjà là. Alison Davis, responsable du service à la clientèle, et Richard Hartman, le gardien de sécurité, étaient également à leur poste. Stephen Reed, un client, arriva un peu plus tard. Quand il entra, les caissières venaient tout juste de terminer de se préparer. Hartman le salua. Personne ne vit les deux hommes qui s'introduisaient dans la banque par la porte arrière. L'attaque fut rapide et impitoyable. À 70 mètres de là, les policiers Michael Webb et Dave Martin s'étaient arrêtés dans un libre-service pour prendre un café avant de commencer leur quart de travail. Hey! Something's happening to the bank. Where? I heard gunshots at the bank. The bank? About a block the bank down? right up the street. Branch right, excuse me, back up. Excuse me. Right, we got gunshots at the branch right down the street. Les policiers se rendirent sur place. Les répartiteurs du poste de police leur envoyèrent des patrouilleurs en renfort. À l'arrière, les agents aperçurent le gardien de sécurité gisant par terre dans l'aire de stationnement. L'agent Martin fit le guet devant la banque pendant que Webb allait vérifier l'état du gardien. Ce dernier reposait entre la vie et la mort. Webb fit venir une ambulance. C'est alors que deux hommes armés surgirent de la banque. Stop! 119-10-5 to 119W. Shots are being fired, units. Webb vida son chargeur. L'agent savait qu'il était coincé. Ils ont cessé de tirer tout comme moi. Je croyais qu'ils allaient me rejoindre en arrivant de chaque côté de ma voiture. J'ai alors changé mon chargeur et j'ai attendu quelques secondes. Mais les hommes prirent une autre direction. Quand l'agent Martin arriva pour couvrir Webb, les assaillants le prirent au dépourvu. Avec son arme de service, Martin ne pouvait rivaliser avec les voleurs qui s'enfuirent sans peine.
Impuissant, l'agent ne put que signaler leur position alors qu'il les voyait traverser un cimetière. L'agent vit alors un nuage rouge, le signe que les tireurs avaient volé des liasses d'argent contenant des sachets d'encre. Les voleurs escaladèrent un mur de pierre et disparurent de la vue du policier. Le répartiteur transmit le signalement au patrouilleur d'Enrico Cante. L'agent Martin quadrilla le quartier. Il savait bien que les deux hommes munis d'armes automatiques pouvaient se trouver derrière n'importe quel coin de rue. Mais il ne trouva aucune trace d'eux. Un patrouilleur d'Enrico arriva alors sur les lieux. Il fut bientôt suivi par des ambulanciers. Le gardien de la banque reçut les premiers soins. Pendant ce temps, les policiers entrèrent dans la banque. Ils s'assurèrent qu'aucun autre bandit ne se trouvait encore sur les lieux et vérifièrent si le personnel était blessé. Les deux caissières avaient été touchées par des projectiles. Allison Davis s'était cachée. Elle n'avait subi aucune blessure, mais visiblement, elle était en état de choc. On la conduisit à l'hôpital pour la faire examiner. Après avoir fait le tour de la banque, les agents laissèrent le personnel médical s'occuper des blessés. Pour la caissière Christine Edwards, c'était déjà trop tard. Tracy Freeman était en état de choc et perdait beaucoup de sang. Après avoir stabilisé son état, on la conduisit d'urgence à l'hôpital, en même temps que Richard Hartman, le gardien de sécurité. À la section des homicides de la police de Richmond, l'enquêteur Tom Leonard fut ébranlé par la violence de ce hold-up. C'est le braquage le plus violent à avoir jamais eu lieu dans notre ville. Le fait que les voleurs soient encore en liberté dans le quartier nous préoccupait au plus haut point. Leonard se dirigea aussitôt vers la banque. Les policiers recueillirent ce que les voleurs avaient laissé tomber dans leur course, notamment un pistolet Lorcine semi-automatique de calibre 380 et le chargeur d'un Tech 9, une autre arme semi-automatique. Une unité canine se mit à la recherche des voleurs. Le chien détecta leur odeur dans le cimetière. Mais ils perdirent leurs traces une fois sur Hart Avenue. La police d'Enrico et de Richmond quadrilla le quartier, demandant à tous les résidents s'ils avaient vu des hommes quitter les lieux en courant. Mais personne n'avait vu quoi que ce soit de louche. L'enquêteur Leonard arriva sur la scène du crime accompagné d'un expert judiciaire. On a aussitôt fermé la banque. Les seules personnes à rester à l'intérieur ont été les experts judiciaires et moi-même. En nous mettant à la recherche d'indices, on a trouvé plusieurs douilles de projectiles tombées après que les voleurs eurent fait feu. On a aussi recueilli des projectiles inutilisés. Ces projectiles étaient d'un calibre de 9 mm, sans doute les munitions du Tech 9. Derrière le comptoir, on trouva un sac à dos laissé vraisemblablement là par les voleurs. Il contenait un morceau de tissu vert, une bouteille d'allume-feu, une boîte d'allumettes et un bout de papier sur lequel était écrit « Attendez 5 minutes ».
On ne pouvait imaginer à quoi tout cela rimait. Sur le comptoir, on nota de nombreuses traces de bottes. On recueillit ces empreintes avec du ruban adhésif en vue de les comparer avec les bottes d'éventuels suspects. Comme les vols de banque relèvent de la police fédérale, la police appela l'agent spécial Wayne Waddell du bureau du FBI de Richmond. À la banque, l'enquêteur Leonard et lui s'apprêtaient à visionner les enregistrements des caméras de sécurité. Mais il y eut un problème. À l'évidence, les caméras ne fonctionnaient pas normalement. Les images retransmises par les 3 caméras, soit celles de la porte avant, celles d'en arrière et celles au-dessus des caissières, se succédaient à toute vitesse. Il faudrait tirer des images fixes de ces enregistrements pour obtenir quelques informations utiles. L'agent spécial Eduardo Alford se joignit alors à l'enquête. Pour lui, il ne faisait aucun doute que le FBI ne s'arrêterait pas tant qu'on n'aurait pas trouvé les voleurs. Je suis sûr que si vous parlez à tous ceux qui ont participé à cette enquête, ils vous diront la même chose. On était prêt à travailler sur cette affaire 24 heures par jour, ce qu'on a pratiquement fait d'ailleurs. La cueillette d'indices prit plusieurs heures de travail aux experts. Plus tard dans la journée, vers 17h30 ou 18h, on a appris par le service d'Enrico Conti qu'on avait signalé une entrée par effraction dans une maison. Je me suis rendu à cette adresse. C'était sur Art Avenue, de l'autre côté du cimetière, pas loin de l'endroit où l'unité canine avait perdu la trace des suspects. On ne savait pas si cela pouvait être relié au vol de banque. La jeune femme qui vivait là avec son père s'était aperçue qu'on avait forcé la porte d'entrée. En outre, plusieurs objets avaient été jetés par terre et d'autres avaient disparu. Quand l'agent Waddell entra dans la maison, un policier d'Enrico lui montra un trou au plafond. Quelqu'un semblait avoir fait ce trou à partir du grenier. Les policiers furent prudents, car l'intrus s'y cachait peut-être toujours. On n'y trouva toutefois personne. Les enquêteurs se mirent ensuite à la recherche d'indices. Ils trouvèrent une paire de bottes, un sac à dos et une veste. Le sac contenait un bout de papier sur lequel on pouvait lire « Attendez 5 minutes ». Les agents trouvèrent aussi un morceau de tissu vert. La plupart de ces effets étaient tachés d'encre rouge. Il était évident que cette entrée par effraction était reliée d'une façon ou d'une autre avec le hold-up. Les enquêteurs ignoraient toutefois quel était le lien précis entre les deux crimes. On ne savait pas du tout pourquoi les voleurs étaient entrés dans cette maison. Avaient-ils tout simplement profité d'une occasion propice? On n'en avait aucune idée. On a interrogé le propriétaire, sa fille et le petit ami de cette dernière, parce qu'on voulait savoir ce que les voleurs faisaient dans leur maison. Connaissait-il quelqu'un qui vivait là? Était-ce tout simplement le hasard? On cherchait à établir un lien entre les deux affaires. Les habitants de la maison semblaient tout aussi déconcertés. Selon eux, les intrus avaient volé des vêtements pour hommes, dont des complets et des vestes. Au cours de son interrogatoire, le petit ami afficha des signes de nervosité et il s'arrêta tout net en déclarant qu'il n'avait plus rien à ajouter.
Pendant ce temps, un enquêteur de Richmond se rendit à l'hôpital dans l'espoir d'obtenir des victimes une description des assaillants. Mais il lui fut impossible de les voir. Les deux blessés subissaient chacun une opération. Alison Davis, la responsable du service à la clientèle, qui s'était cachée sous son bureau, était dans un tel état de choc qu'on avait dû lui administrer un puissant sédatif. Quant à Stephen Reed, le client de la banque, il avait été effleuré par un projectile et il était venu de son propre chef aux urgences. Mais il ne put aider les policiers, car il était atteint de la maladie d'Alzheimer et ne se rappelait rien qui pût être utile. À la fin de la première journée, on n'avait pas tellement progressé. On savait qu'on devrait mettre les bouchées doubles et que cette affaire serait difficile. À Richmond, en Virginie, deux voleurs à main armée s'étaient enfuis avec 10 000 $ en argent liquide, laissant derrière eux deux employés blessés et la caissière, Christine Edwards, morte. Résolu à trouver les meurtriers de la jeune femme, l'enquêteur Tom Leonard de la police de Richmond et l'agent spécial Wayne Waddell devraient poursuivre leur enquête sans l'aide des témoins oculaires. Le problème avec les employés et le client de la banque, c'est qu'ils étaient traumatisés. On n'a pas pu leur parler avant plusieurs jours. Tout ce dont on disposait pour reconstituer les événements, c'était le ruban magnétoscopique de caméras de surveillance défectueuses. La reconstitution des événements a été problématique parce qu'il nous manquait toujours quelque chose sur la vidéo. On ne pouvait pas y voir le vol dans son intégralité. À l'aide des photos tirées de l'enregistrement et des indices matériels recueillis dans la banque, les enquêteurs procédèrent à la reconstitution du crime seconde par seconde. C'était une série d'événements complexes qui s'étaient déroulés en seulement quelques secondes. On pouvait voir le moment où les employés ouvraient les portes de la banque. Les seules personnes à l'intérieur étaient le gardien de sécurité, la responsable de la clientèle et un client. Le client était debout dans l'allée, là où l'on se met en ligne, et il parlait au gardien de sécurité. Le chef des voleurs se dirigea directement vers le comptoir de la banque. Le premier type est passé devant le gardien de sécurité sans le regarder ni même le voir. À notre avis, ça indiquait qu'il ne se préoccupait pas de sa présence, car il savait que son complice s'occuperait de lui. Sur les photos, les enquêteurs pouvaient voir le deuxième voleur braquer son arme Tech-9 au visage du gardien. Quant au premier homme, il tira sur les deux caissières dès qu'il eut atteint le comptoir et en tua une. Les analyses balistiques montrèrent que les deux femmes avaient été touchées de projectiles provenant du Lorcine 380 trouvé devant la banque. Un trou de projectile derrière le bureau de la responsable de la clientèle indiquait que le tireur s'était retourné et qu'il avait tiré sur elle, mais avait raté sa cible. Les enquêteurs remarquèrent alors des projectiles de 9 mm inutilisés sur le sol. Cela indiquait que le Tech-9 s'était sans doute enrayé et que le tireur avait éjecté ses projectiles en tentant de remettre l'arme en état de marche. Les photos indiquaient qu'il y avait eu une brève pause. Pendant que le deuxième voleur tentait de faire fonctionner son Tech-9, le premier avait voulu tirer sur le gardien avec son Lorcine, mais son arme s'était enrayée à son tour. On trouva une cartouche coincée dans le Lorcine 380 abandonné devant la banque. Le client, Stephen Reed, avait profité de ce moment pour s'enfuir, suivi par le gardien Richard Hartman. Incapable de remettre le Lorcine en état de fonctionnement, le voleur s'était emparé de son fusil d'assaut AR-15 et il les avait suivis. Des douilles et des projectiles trouvés dehors étayaient les déclarations des témoins sur les événements qui s'étaient alors produits dans l'aire du service au volant de la banque. Un témoin avait vu le tireur poursuivre le client en fuite. Une balle avait alors éraflé son bras. Le gardien avait fait de son mieux pour arrêter le meurtrier, mais il avait été atteint de plusieurs projectiles. Le voleur était ensuite retourné à l'intérieur. Hartman était toujours en vie. Le témoin l'avait vu entrer dans la banque par la porte arrière.
Les enquêteurs comprirent alors qu'Hartman avait mis sa vie en péril pour attirer les voleurs à l'extérieur de la banque. Ceux-ci avaient rempli un de leurs sacs à dos avec l'argent dont la liasse contenait un sachet d'encre. Le gardien s'était alors approché, avait tiré, mais raté sa cible. Un autre témoin avait vu le gardien prendre la fuite par l'arrière de la banque. Le chef des voleurs l'avait pris en chasse dans l'aire de stationnement et avait fait feu. Ce dernier projectile atteignit Richard Hartman à la tempe. Il serait aveugle pour le restant de ses jours. Quelques instants plus tard, les agents Webb et Martin le trouvèrent gisant par terre. L'agent Waddell et l'enquêteur Leonard disposaient maintenant d'un compte-rendu clair des événements. Comme les voleurs étaient entrés dans la banque en tirant, il était évident qu'ils avaient l'intention de tuer tous ceux qui s'y trouveraient afin d'éliminer des témoins gênants. Le contenu du sac à dos révélait qu'ils avaient eu l'intention de réduire au minimum les témoins de l'extérieur. On croit qu'ils se sont servis des morceaux de tissu et des notes pour empêcher quiconque d'entrer dans la banque. Donnez-nous 5 minutes car nous sommes en train de nettoyer ou quelque chose comme « Donnez-nous 5 minutes, nous ne sommes pas encore prêts à ouvrir ». Dans la banque, les voleurs pouvaient prendre tout leur temps. L'indice le plus troublant pour les enquêteurs était l'allume-feu. Les voleurs projetaient vraisemblablement de mettre le feu à la banque en partant. Les enquêteurs savaient qu'ils étaient aux prises avec des criminels particulièrement violents qui tuaient sans le moindre scrupule. En outre, les braqueurs étaient bien armés. Ils disposaient toujours de l'AR-15, la version plus courante du fusil d'assaut militaire. Et un Tech-9, un pistolet semi-automatique de calibre 9. La seule arme recueillie par les policiers était l'arme du crime, un Lorcine 380 semi-automatique. En vérifiant son numéro de série, on constata que l'arme avait été volée quelques semaines plus tôt. Les enquêteurs transmirent la description des armes aux médias et demandèrent l'aide du public. Leurs efforts ne furent pas vains, comme nous le raconte l'assistant du procureur, Nicholas Altimari. On a été chanceux, très chanceux. Une femme avait entendu une de ses collègues dire qu'elle croyait que son mari avait vendu ses armes. Le FBI et le service de police de Richmond ont suivi cette piste et retrouvé l'homme qui vendait des armes avec tous les permis et autorisations nécessaires. Au début, le commerçant sembla hésitant à parler aux autorités. Il ne voulait pas reconnaître qu'il avait vendu des armes utilisées pour un meurtre. Les agents lui assurèrent alors qu'il ne pouvait être jugé responsable compte tenu du fait qu'il avait vendu ses armes en toute légalité. Il reconnut finalement avoir vendu un Tech-9 et un AR-15 quelques jours avant le vol. Il retrouva les formulaires de l'ATF remplis par l'acheteur. Les enquêteurs disposaient maintenant au moins d'un nom. L'armurier nous a dit qu'il avait vendu ses armes à German Sims. On a alors transmis ces informations à toutes les unités, à tous les agents qui travaillaient sur l'affaire, et on s'est mis à sa recherche. On a finalement établi que Sims était à l'extérieur de la ville. Pendant qu'on poursuivait les recherches, les enquêteurs suivirent leur seule autre piste prometteuse. La maison sur Hart Avenue, où les voleurs étaient entrés par effraction. On a cherché à tout savoir sur le propriétaire et sa famille, notamment sa fille et son petit ami. On a vérifié les antécédents de celui-ci. En partant de rien, on a enquêté sur toutes les personnes reliées de près ou de loin à cette maison.
Le petit ami, qui avait montré des signes de nervosité lors des interrogatoires, consentit à subir le test du détecteur de mensonges. L'examinateur lui posa alors plusieurs questions à propos du braquage et du meurtre sous l'œil de l'agent spécial Waddell. Après 1 heure d'interrogatoire, les résultats ne furent pas concluants. Par conséquent, on fut incapable de rayer le nom du petit ami de la liste des suspects. L'agent Waddell savait qu'il devait réexaminer la maison. Il s'y présenta muni d'un mandat de perquisition. Cette fois-ci, il était accompagné d'une équipe d'experts. Les techniciens passèrent le grenier au peigne fin. Derrière un panneau mural, ils trouvèrent un pistolet semi-automatique Tech 9 et un fusil d'assaut AR-15, les armes utilisées dans le crime. Elles étaient toujours chargées. Leur numéro de série était encore bien visible. L'agent Waddell entreprit de vérifier si c'était bien les armes achetées par Jermaine Sims. On voulait voir s'il s'agissait bien des armes achetées chez l'armurier et utilisées pendant le braquage. On a appelé le bureau et on leur a transmis les numéros de série de ces armes. Quelqu'un est allé vérifier sur le formulaire de l'ATF. Il s'agissait des mêmes armes. Un expert en balistique compara ensuite les douilles de projectiles recueillies à la banque à celles obtenues lors d'un tir d'essai avec l'AR-15. C'étaient les mêmes. On pouvait affirmer que l'arme avait été utilisée lors du braquage meurtrier. À l'évidence, Jermaine Sims avait acheté les armes utilisées pour le vol de banque et le meurtre. Maintenant, le FBI et la police de Richmond devaient retrouver ce suspect. À Richmond, des agents fédéraux venaient d'établir que 2 armes utilisées lors d'un hold-up meurtrier avaient été acquises par un certain Jermaine Sims. Les agents ne parvinrent pas à le retracer, mais une vérification de ses antécédents leur permit de découvrir qu'il vivait de l'aide de l'État. Ils suivirent cette piste. Au bureau des services sociaux, une employée confirma que Sims venait régulièrement chercher des coupons alimentaires. Elle ajouta un mémo à son nom dans le système informatique et promit d'aviser le FBI dès que le suspect se montrerait. Quelques jours plus tard, les agents de Richmond reçurent un message des services sociaux. Sims était à leur bureau. À l'arrivée des agents, le suspect semblait calme. Ils demandèrent à Sims de se soumettre à un interrogatoire. Bien qu'hésitant, celui-ci accepta de les suivre. Les agents le conduisirent au poste de police et tentèrent de lui faire parler des armes à feu. L'interrogatoire se révéla plus complexe que prévu. L'assistant du procureur, Nicholas Altimari. Sims était un individu difficile à interroger. Il était haineux et hostile. On avait du mal à le faire parler. Sims nia être mêlé au crime, déclarant qu'il se trouvait à l'appartement de sa petite amie au moment du braquage. Pendant les longues heures de l'interrogatoire, Altimari exerça de la pression sur Sims jusqu'à ce que celui-ci finisse par reconnaître avoir acheté l'AR-15 et le Tech 9 avec l'intention de revendre ses armes plus tard et d'en tirer un profit. Il ajouta qu'il avait caché ses armes chez un de ses amis, un certain Ra, mais il déclara qu'il ne se rappelait plus son adresse. Il indiqua toutefois comment s'y rendre. Pendant l'interrogatoire, l'agent Wayne Waddell voulut corroborer ces informations. Sims nous avait indiqué où se trouvait cette maison et il nous l'avait décrite. On a envoyé des agents sur les lieux, mais ils ne l'ont pas trouvée.
Les autorités localisèrent toutefois la petite amie de Sims, qui corrobora son alibi. Malgré ces difficultés, on disposait de preuves solides de son implication dans le crime. On informa Sims qu'il était en état d'arrestation pour son implication dans le braquage. Il n'y a rien comme le poids du silence d'une cellule pour inciter quelqu'un à réfléchir à ses problèmes. Et Sims avait de gros problèmes. Son nom figurait sur le formulaire d'achat des armes utilisées lors du vol. On a pensé que si on lui donnait du temps pour réfléchir un peu, il viendrait tôt ou tard à la conclusion qu'il était dans son intérêt de collaborer avec nous. Après une semaine d'incarcération et de multiples interrogatoires, Sims s'ouvrit enfin. Il déclara qu'après avoir acheté les armes, il les avait laissées à deux de ses amis, Rashid Jones et Lafon Bobbitt. Même s'il continua à nier catégoriquement être impliqué dans le hold-up, les enquêteurs le talonnèrent. Il a admis qu'il savait que ses amis avaient commis le braquage. Mais il s'est dit surpris d'apprendre qu'ils avaient utilisé ces armes. Il était en colère contre eux, parce qu'ils lui avaient joué ce mauvais tour, et par conséquent, l'avaient mêlé au crime. Sims déclara qu'après le vol, Bobbitt et Jones étaient venus chez lui et qu'ils portaient des vêtements qu'il ne leur avait jamais vus sur le dos. Il lui avait alors décrit le braquage plus ou moins réussi, la fusillade et leur fuite. Il lui avait ensuite raconté comment ils étaient entrés par effraction dans une maison choisie au hasard sur Art Avenue. Ils y avaient volé des vêtements et caché leurs armes derrière un panneau mural du grenier. En partant, Jones avait accidentellement fait un trou dans le plafond de la pièce du dessous. Les deux hommes s'étaient ensuite glissés furtivement à l'extérieur, évitant les voitures de patrouille. L'argent volé qu'ils transportaient était taché d'encre rouge. Selon les archives policières, Lafon Bobbitt avait été inculpé à 11 reprises. On l'avait remis en liberté sous caution à la suite d'un vol de voiture. Quant à Rashid Jones, il avait été inculpé à 7 reprises, notamment pour recel, et il était en liberté conditionnelle. L'assistant du procureur Ken Melson était bien décidé à appréhender ces hommes le plus vite possible. On devait mettre le grappin sur ces deux tueurs brutaux aussi vite que possible pour qu'ils ne puissent plus faire de nouvelles victimes. On avait beaucoup de pain sur la planche, recueillir des indices et les faire analyser au labo. Les agents avaient besoin de temps pour compléter le dossier, mais ils ne pouvaient se permettre de perdre une seconde pour retrouver les deux meurtriers en cavale. Le bureau du procureur d'Enrico Conti pouvait faire inculper Bobbitt d'entrer par effraction dans la maison d'Art Avenue et du cambriolage. Quant à Jones, comme il avait violé les conditions de sa libération conditionnelle, on disposait d'un mandat contre lui. L'agent spécial Wayne Waddell reçut l'autorisation de ses supérieurs d'arrêter les fugitifs. Deux agents surveillaient la maison de Lafon Bobbitt. C'était Paul Messing et Eddie Alford. Quand on a fini par obtenir l'autorisation d'arrêter Lafon Bobbitt, j'ai parlé à Messing et Alford. Ils m'ont dit qu'ils venaient de voir le suspect quitter sa maison. Waddell demanda à ses collègues de suivre Bobbitt et il se mit en route pour les rejoindre et leur fournir du renfort. Bobbitt se rendit en ville où il monta à bord d'un autobus. Bientôt, Waddell les rejoignit. Ils décidèrent d'arrêter Bobbitt au prochain arrêt de l'autobus. Waddell doubla l'autobus et il se mit en position. Les autres agents étaient derrière. Quand le bus s'arrêta, ils étaient prêts.
Bob, if you're under arrest for parole violation, put your hands up. Le suspect Lafon Bobbitt fut rapidement mis en détention. Munis d'un mandat, les agents fouillèrent ensuite sa maison. Dans sa chambre à coucher, ils trouvèrent les instructions d'utilisation du pistolet Lorcin 380, soit le même modèle que l'arme du crime. Ils trouvèrent également plusieurs douilles de calibre 380. Pour l'agent spécial Eduardo Alford, ces preuves indirectes laissaient présumer que c'était Bobbitt qui avait tiré le coup fatal. C'était l'arme qui avait tué une des caissières. Les douilles qu'on a trouvées nous ont permis de déterminer lequel des suspects avait cette arme en sa possession ce jour-là. Le laboratoire du FBI identifia les empreintes digitales de Bobbitt sur les effets laissés à la banque par les voleurs. C'était la première preuve formelle de son implication dans le crime. Des techniciens du service d'analyse de documents du FBI comparèrent les traces de bottes laissées à la banque à celles des semelles recueillies dans la maison Dart Avenue et à d'autres chez Bobbitt. Une des empreintes était identique à la semelle d'une botte laissée sur Art Avenue. Une autre correspondait à la semelle recueillie chez Bobbitt lors de fouilles subséquentes. Ce n'étaient pas des preuves formelles, mais cela démontrait tout de même indirectement que Bobbitt s'était trouvé à la banque. Les bottes découvertes dans le grenier appartenaient vraisemblablement au présumé complice de Bobbitt, Rashid Jones. Les procureurs fédéraux purent inculper Lafon Bobbitt du vol de banque et du meurtre. Il restait maintenant à trouver Rashid Jones. 3 mois après le crime, les autorités reçurent un tuyau du commis d'un magasin. Selon lui, un client avait tenté de payer avec des billets tachés d'encre. Le commis avait refusé son argent. Jones était allé dans la partie sud de Richmond où il avait essayé de passer certains de ses billets. L'escouade qui le cherchait a alors concentré ses recherches dans ce secteur, près du commerce en question. Le FBI mit tous ses efforts sur ce quartier, interrogeant tous ses contacts. Ce travail porta fruit. On a obtenu des informations d'une source très fiable. Quelqu'un savait que ce crime avait été commis et il connaissait Jones. Il a pu nous dire où il se cachait. Jones vivait dans un immeuble délabré fréquenté par des sans-abri. Les agents obtinrent sans difficulté la pleine collaboration d'un de ses résidents. L'arrestation fut prévue à 5 heures du matin, au moment où Jones dormirait vraisemblablement. Les agents appelèrent sur les lieux et parlèrent à leurs contacts. Il leur dit que Jones était là, endormi et armé. Le contact ajouta qu'il y avait d'autres occupants dans l'appartement et que la plupart des ampoules ne fonctionnaient pas. Avant d'entrer dans l'immeuble, l'équipe d'arrestation refit une dernière séance de briefing et les agents examinèrent soigneusement des photos du suspect. Ils craignaient une violente confrontation. Jones était armé, désespéré, et il était entouré de personnes innocentes. En 1997, l'unité SWAT de la police de Richmond s'apprêtait à mettre la main au collet de Rashid Jones, soupçonné d'avoir braqué une banque et commis un meurtre. La police avait appris que Jones se cachait dans un appartement. Grâce au contact des agents, on savait que Jones était armé et que la plupart des ampoules de l'appartement ne fonctionnaient pas. En outre, il était entouré de personnes innocentes. L'immeuble était sombre et inconnu aux agents, ce qui rendait la mission de l'unité SWAT encore plus compliquée. On devait arrêter un fugitif armé tout en protégeant les autres personnes qui se trouvaient avec lui.
L'équipe avait prévu de se glisser furtivement jusqu'à Jones. On espérait que personne ne l'avait averti. Quand les agents arrivèrent devant l'appartement, l'un d'eux téléphona au contact à l'intérieur. FBI, we're here. Le contact fut escorté à l'extérieur de l'immeuble. Une fois rendus dans la chambre où Jones devait dormir, ils constatèrent qu'il était parti. Son arme aussi avait disparu. La tension augmenta d'un cran quand l'unité SWAT fouilla en vain le reste de l'appartement. Get your hands up, man. Get your hands up. Come on, get up. Get up. Il y avait deux autres personnes. Toutes les pièces avaient été vérifiées, sauf une, la salle de bain. Jones, you know you're in there. Come out. Put your hands up, Jones. That's him. Let's go. Au soulagement de toute l'équipe, Jones n'était pas armé et il se rendit sans opposer de résistance. La chasse à l'homme était finie. Les agents cherchèrent son arme à feu. Ils la trouvèrent dans un placard. Le percuteur était brisé. Si l'arme avait été en état de fonctionnement, l'arrestation aurait pu connaître une toute autre issue. Jones fut immédiatement inculpé pour la violation des conditions de sa mise en liberté et plus tard pour le hold-up. Le 25 février 1998 s'ouvrit le procès de Rashid Jones et de Laphon Bobbitt. Mais cette affaire n'était pas encore gagnée. L'assistant du procureur Ken Melson et son équipe ne purent faire comparaître aucune des victimes du hold-up. Aucune ne pouvait témoigner pour nous parce que le gardien de sécurité était devenu aveugle, une caissière était morte, l'autre n'avait pas eu le temps de se retourner pour voir quelque chose. Et la troisième employée n'avait rien vu non plus parce qu'elle était restée cachée sous son bureau pendant presque tout le braquage. Melson trouva toutefois un moyen de contourner ce problème en procédant à une reconstitution numérique du crime. Il a fallu qu'on remplace les témoins par des images numériques pour montrer au jury ce qui s'était passé dans la banque. Nous étions la voix des témoins lors de ce procès. Ainsi, les jurés pourraient revivre le crime et assister à l'agonie de l'une des victimes. Ils pourraient s'imaginer ce qui s'était passé et ainsi bien discerner les intentions des accusés. Après avoir entendu des témoignages pendant 6 jours, le jury reconnut les deux hommes coupables de toutes les accusations qui pesaient contre eux. L'assistant du procureur Nicholas Altimari. Pendant le procès, ils étaient assis et affichaient un air suffisant. Ce n'est qu'après l'inculpation qu'on les a vus devenir anxieux. Maintenant, il s'agissait d'eux et ils étaient inquiets. Bobbitt et Jones ont été tous deux condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Quant à Jermaine Sims, l'acheteur de 2 armes utilisées lors du vol, il a été reconnu coupable de complicité par instigation d'un meurtre et de plusieurs accusations relatives à la possession d'armes. Il a aussi été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
Maintenant que les victimes et leurs familles continuent de se remettre de cette pénible épreuve, elles savent, tout comme le reste de la population de Richmond, que Jones, Bobbitt et Sims ne représenteront plus jamais une menace pour personne.